Le conflit de l'eau semble dans l'impasse. Les robinets sont à sec dans de nombreuses communes. Le préfet vient de déclencher une cellule de veille afin que des vies ne soient pas mises en danger. Le point sur la situation avec Laurent Bernier, il est notre invité ce soir. Et la récolte canière tire à sa fin. Les premières aides promises par l'État ont commencé à être versées. De quoi apporter une bouffée d'oxygène à l'économie. Le président Henri Chalus a interpellé le gouvernement sur la question de la sécurité aux Antilles. Dans son collimateur, la circulation des armes. Vous verrez sa question ainsi que la réponse du ministre de l'Intérieur dans cette édition. Bonsoir, mauvaise journée pour beaucoup d'entre nous. Le mouvement de grève déclenché par l'intersyndicale du SIAG a créé une véritable pagaille dans le pays. Vous êtes nombreux à subir les conséquences de ce conflit radical qui n'épargne ni femmes, ni enfants, ni grand-mères et ni malades. La situation est telle que le préfet a activé une cellule de veille afin de réduire les conséquences du mouvement. L'approvisionnement en eau sera donné en priorité aux établissements sensibles tels que les hôpitaux, les maisons de retraite et les crèches, afin de veiller qu'aucune vie ne soit mise en danger. Et en marge de ce conflit, une autre grande mobilisation a pris forme ce matin dans le Nord Grande-Terre. Les membres de l'association Dubut pour l'eau en nous se sont rassemblés devant le siège de la communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre. Ils dénoncent des factures très élevées. Après plusieurs années de revendications, celles-ci sont restées lettres mortes. Les précisions avec Isabelle Hameau. Porte cadenassée à la CANGT. Les usagers du Nord Grande-Terre dénoncent des factures exorbitantes allant de 2 000 à plus de 3 000 € de consommation d'eau et des mètres cubes irréguliers. Depuis 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, jusqu'à aujourd'hui 2016, nous voulons qu'ils aient arrêté, annulé ces factures-là. Le prix à mètre cube l'eau là est différent. Des fois, il y a 5,65 m, 5,68 m, 6,13 m, 2,71 m. Donc, bien vrai, donc même la rue nous a arrêté, prix là différent. Jeudi jour, abonnement là aussi différent. Prix abonnement il a varié de 101, 99,41, 100 €, 83 €, 52 €. Normalement, on prix abonnement, il fixe, il pas changer. Alors, nous commandons mon carabin aujourd'hui jour, qu'il prend revendication nous en considération. Parce qu'elle ne peut pas payer des factures comme ça, ce sont des factures abusives. Le problème de l'eau au Nord Grande-Terre ne date pas d'hier. Après 3 années d'échanges et de négociations, l'association n'aurait reçu aucun retour de la présidente de la CANGT, Gabrielle Ouicarabin. Aujourd'hui, les usagers ne souhaitent plus de table ronde, mais des réponses à leurs doléances. Nous écrit tous les maires répondent nous disant que le problème là, pas problème à eux, c'est problème à la CNGT là. Nous voyons présidente là. Mancarabin aussi, Jani, on en est, pas de réponse. Donc, là, nous venons à CNGT là pour demander une solution à ce problème là. Nous ni DGSA à CNGT là qui arrive, mais pour nous, pas ni compétence là pour négocier avec nous. Ça nous demande là, c'est un rendez-vous pour négocier concrètement si le problème a les usagers de l'eau en région Nord Grande-Terre. Le directeur de la CANGT, présent sur les lieux, n'a pas souhaité s'exprimer. Il a cependant annoncé hors caméra ne pas se sentir directement concerné et invite à chacun de prendre ses responsabilités. Les usagers, quant à eux, maintiennent fermement leur mouvement et menacent de le durcir tant que le problème ne sera pas réglé. Revenons maintenant sur le conflit de l'eau lié au SIAG. D'autres communes ont également été impactées par ce mouvement. Il s'agit des villes des Abîmes et de Bemao, toutes deux alimentées par les usines de moustiques Vernou et Bel-Ocado. Comment les habitants vivent-ils cette situation? On regarde ensemble leurs réactions recueillies par Karen Diama et Isabelle Hameau. Ça ne m'a pas tellement dérangé parce qu'on a utilisé de l'eau minérale, l'eau de source. Si on n'a plus d'eau, on ne peut plus travailler, donc on ferme. Ça, c'est clair. Là, on était sur notre réserve. Là, maintenant, on a terminé notre réserve. Juste au moment où on finissait, l'eau arrivait. Un coup de chance. Non, je trouve ça indécent parce que nous n'avons rien à voir avec eux. Ils défendent leur beefsteak, c'est très bien, mais nous nous empêchent de gagner le nôtre. C'est pas sympa. Les coupures d'eau nous opposent quelques problèmes parce qu'on est dans une salle de sport. Toutes les personnes qui sont adhérentes ici, des petits soucis puisqu'elles ne peuvent pas se doucher, ne peuvent pas aller aux toilettes et donc les personnes qui viennent, du coup vous s'entraîner, sont obligées de repartir. Donc ça nous pose vraiment quelques problèmes, les coupures d'eau.
Là, on constate que la salle elle est vide. C'est par rapport à ça? C'est exactement ça. Certaines clientes étaient censées faire du sport à la salle et donc elles sont reparties parce qu'elles doivent justement travailler. Donc elles ne peuvent pas faire du sport, transpirer et aller à leur travail comme ça. C'est pas possible. Non, je pense que c'est pas normal parce que pour nous, surtout pour le resto, il y en a beaucoup de problèmes. On doit nettoyer le vis, nettoyer tout. Mais s'il n'y a pas de l'eau, ça veut dire qu'on peut pas ouvrir en fait. On est presque aujourd'hui, ce matin, en fait, je pensais à ma femme pour la journée parce qu'on ne peut pas ouvrir sans eau. Non, il me semble que non, étant donné que cette ville ne participe pas aux différentes grèves. Donc c'est pas juste que nous soyons touchés, mais on espère un changement très bientôt, très vite. Je suis à Jarry en ce moment, je travaille à Jarry. Ce matin, je ne savais pas qu'il n'y avait pas d'eau. En allant au petit coin, j'ai vu qu'il n'y avait pas d'eau. Je suis obligée de manger au restaurant pour ne pas avoir à laver ma vaisselle. On fait comme ça. Hein. Je vais rentrer chez moi, je vais rester à de l'eau chez moi, mais pour le moment, à Jarry, il n'y en a pas. On m'a dit 24 heures, mais je ne sais pas si ça ne va pas durer plus que 24 heures. Et le président du SIAG nous a rejoint sur ce plateau. Laurent Bernier, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, des milliers de Guadeloupéens sont privés d'eau en ce moment. Des établissements scolaires ont même dû fermer leurs portes. Comment en est-on arrivé là? C'est une situation qui était programmée à travers un préavis de grève et une négociation qui n'a pas pu démarrer à l'heure dite, puisque lors de notre première rencontre avec l'intersyndicale, tout de suite un préalable s'est immiscé dans la négociation. Et moi, je prône donc le retour à la négociation dans les plus brefs délais, car nous n'avons pas le droit de prendre en otage la population guadeloupéenne. Je dis un peu vulgairement peut-être, mais que nous n'avons pas emmerdé la population guadeloupéenne avec les problèmes qui sont les nôtres, que nous allons régler d'une manière ou d'une autre dans la paix, dans la quiétude et dans le respect des responsabilités qui sont les nôtres. Alors, la réunion de demain s'annonce décisive. En tout cas, elle devrait permettre de déterminer la suite qui sera accordée à ce mouvement. Est-ce que vos réponses seront satisfaisantes pour l'intersyndicale? Est-ce qu'ils obtiendront gain de cause, notamment sur le maintien de leurs acquis? Aucune décision définitive, aucune réunion décisive en tout cas. L'idée, c'est que commence très rapidement la négociation. Le préalable de l'intersyndicale, c'était de retrouver autour de la table les signataires d'un accord qui a vécu de fin 2014. Désormais, j'ai donné gain de cause à l'intersyndicale. En contrepartie, eh bien, j'ai obtenu, à travers un nouveau préalable, qu'un service minimum qui est dû à la population soit mis en œuvre, au-delà de l'astreinte à laquelle sont confrontés les agents du SIAG, ce qui a été accepté. Le problème, c'est qu'elle ne sait pas, cette journée de service minimum n'a pas été suivie d'effet. Alors, on connaît leurs revendications. Hein. Ils réclament vraiment à ce que cet accord qui a été signé en 2014 soit appliqué dans son intégralité, notamment le maintien de leurs acquis. Qu'est-ce que vous mettez sur la table demain? C'est l'objet de la négociation. Est-ce qu'ils auront cet accord? C'est l'objet de la négociation et nous devons en parler. Nous avons des propositions à faire, mais à aucun moment, le SIAG n'a remisé les accords auxquels il est confronté. Il a simplement une réalité économique à laquelle il doit faire face. Et quelle sera votre réponse? C'est un peu ce que j'ai envie de vous demander. La réalité de cette structure-là, à travers les choix politiques qui ont été faits par le passé, doivent être assumés par toutes celles et ceux qui ont accepté ce principe de récupération des agents de la Générale des Eaux au sein du SIAG. Et c'est contraignant. C'est contraignant pour le SIAG, c'est sans doute aussi contraignant pour les clients du SIAG. Et donc, moi, je veux que ça soit transparent. Et par conséquent, nous allons répondre, bien entendu, comme il se doit, aux congés payés. Nous allons répondre aussi à la prime de vacances. Et nous allons répondre aux conditions sanitaires d'exercice de la fonction qui est celle des agents, que nous ne pouvons pas mettre en danger. Et à aucun moment, nous n'avons jamais mis quelqu'un en danger. Par conséquent, ce sont des demandes qui sont éminemment salariales. Elles ont un coût. C'est au SIAG de trouver les voies et les moyens de répondre à l'intersyndicale. Finalement, qu'est-ce que vous avez trouvé comme solution? Parce qu'on est à moins de 24 heures de cette fameuse réunion. Mais qui a dit qu'il n'y avait pas de solution? Il y a simplement un préalable des syndicats. Et quelles sont ces solutions? Le préalable à la négociation, nous devons passer par là, à la demande des syndicats,
Moi, ce que j'exige, c'est qu'un service minimum de qualité, sérieux, et qui en fait la démonstration, soit mis au service des Guadeloupéens qui n'ont pas à souffrir de nos problèmes que nous allons régler, que nous devons régler. C'est de notre responsabilité collective, et chacun doit l'assumer. Je l'assume à la fonction que j'occupe, et je regrette que les Guadeloupéens soient pris en otage. Ce n'est pas du tout le sens de ma démarche, c'est de faire sauter cette méthode qui consiste à impliquer les Guadeloupéens qui demandent et qui aspirent à une vie normale, et en réglant les problèmes de la société. Ce sont des problèmes qui sont très anciens, ce sont des problèmes que certains font mine de découvrir. Justement, pourquoi cet accord qui a été signé en 2014, ça remonte quand même, n'a toujours pas été appliqué dans son intégralité? Le SIAG est co-signataire. Le SIAG a donc absorbé près de 120 salariés de droit privé. Et le SIAG honore ses engagements, paye les salaires, a du mal à payer les charges, a du mal à payer les artisans guadeloupéens, a du mal à payer les entreprises guadeloupéennes pour réparer un réseau obsolète, pourri, qui était tout à changer. Et par conséquent, le SIAG n'est pas une entreprise privée, elle n'a pas les mêmes complexités qu'une entreprise privée et sans doute pas les mêmes moyens financiers qu'une entreprise privée. Elle est en train donc de mettre en place progressivement cette adéquation. C'est difficile pour le SIAG qu'en si peu de temps d'accueillir... Ah non, le public que nous avons accueilli, les salariés que nous avons accueillis en un an, et en plusieurs vagues, ça a été très difficile. Et donc nous continuons de nous battre pour trouver les moyens. Et c'est l'objet aussi de la confrontation nécessaire avec nos clients, qui ne sont pas que les particuliers, qui, beaucoup d'entre eux payent leurs factures. Mais aujourd'hui, comme ils n'ont pas d'eau, ils menacent de ne plus la payer. Je ne dis pas que je comprends ce sentiment-là. Mais si plus personne ne paye quoi que ce soit, comment voulez-vous que nous arrivions à satisfaire ne serait-ce que les engagements ou les obligations qui sont les nôtres? Tout le monde doit jouer le jeu, tout le monde, y compris l'intersyndicale. Alors vous parlez de temps, on ressent cette notion de temps. Les syndicats se disent, eux, pressés, avec une date limite, celle du 30 juin, pour faire valoir l'application de leurs droits. C'est ce que prévoit la législation française. Est-ce que vous jouez la montre? Pas du tout. Et contrairement à ce que prétendent les syndicalistes, qui sont de mauvaise foi, mais enfin, je ne vais pas leur faire ce reproche, des réunions visant l'accord de substitution ont eu lieu, continuent d'avoir lieu. Il y en avait une qui était programmée cette semaine. Aucune des réunions n'a duré moins de 2 heures. Aucune. Le problème, c'est que j'ai dû faire face à la chaise vide de certains syndicats qui ne sont pas venus aux réunions. D'autres qui se sont frictionnés entre eux pour des questions relatives à la présence des uns ou des autres sur l'histoire qui est la leur au sein de la Générale des Eaux, que je n'ai pas à juger. J'étais là, je suis là, j'ai toujours été présent, je ne suis parti nulle part, et je ne suis pas là pour faire perdre son temps aux syndicats, encore moins à la population. Je regrette qu'on la prenne en otage et qu'on l'emmerde avec nos problèmes. Laurent Bernier, vous parlez de jeu, la première personne, on a le sentiment que vous êtes un peu seul avec ce fardeau du SIAG. Non, je ne suis pas seul, c'est la responsabilité de tous les maires. Je vous rappelle que la compétence en eau potable et en assainissement est initialement celle des maires, des communes, qui ont transféré la compétence aux communautés d'agglo. Et aujourd'hui, c'est un syndicat qui exerce pour certaines d'entre elles, et tout ça doit être mis bout à bout. L'objectif, c'était de créer un syndicat unique, je vous le rappelle. Et c'est peut-être ça que les syndicats ne comprennent pas. Merci Laurent Bernier, nous n'avons plus le temps malheureusement. Sérieuse, nous en reparlerons à mon avis demain, après cette fameuse réunion avec l'intersyndicale. Merci Laurent Bernier d'avoir accepté de répondre à nos questions. Alors colère et tension également devant le siège social d'Orange à Jarry-Bemao. 5 entreprises qui sous-traitent les travaux de câblage, d'installation de réseaux et les réparations pour l'opérateur ont bloqué depuis hier le siège social à Jarry. Ils réclament la réévaluation de leur salaire. On regarde le reportage de Nathalie Dinan et de Moïse Dexter. Les sous-traitants d'Orange Caraïbes sont en colère. Ils sont 5 prestataires et disent travailler à perte. Ils ne peuvent plus faire face à leurs charges. Ils demandent de réévaluer leurs prestations. Puis, nos entreprises existent depuis plus de 30 ans et ont toujours travaillé pour Orange. Et depuis le 1er avril, Orange a changé sa politique économique en passant par des multinationales basées sur la nationale qui, au passage, prennent une marge et qui fait que la marge restant sur les prestations ne nous permettent plus aujourd'hui de faire face ni à nos salaires ni à nos charges.
Depuis le 1er janvier 2015, ils sont liés contractuellement à Constructel, une multinationale. Chaque intermédiaire y va de sa marge. Pour les entreprises guadeloupéennes, c'est la mort annoncée. On nous a volontairement écartés alors qu'on aurait pu monter un groupement caribéen et répondre à notre marché en connaissant nos complexités locales. C'est un choix des grandes multinationales que vous connaissez qui engendrent 40 milliards de chiffre d'affaires et 10 millions de bénéfices nets. Si c'est au détriment de 450 salariés sur la Caraïbe, nous on dit non. Ces 5 sous-traitants détiennent 90% des opérations de câblage, de réseau, d'installation de lignes ou de télévision en Guadeloupe, Martinique et Guyane, dans la plus grande discrétion. Si vous passez chez le tout un chacun, ça m'étonne que la moindre ligne ait été réparée depuis lundi. Donc prétendre qu'ils ne nous connaissent pas, après 31 ans, je trouve que c'est quand même abusé. Le but pour nous n'est pas d'être là, le but pour nous c'est de travailler, de rendre service, le service qu'on nous demande aux clients d'Orange. Mais si Orange a pris la décision de se taire et de ne pas communiquer avec nous, nous resterons là. Les 3 départements sont en grève illimitée. Depuis le 4 mai dernier, les aides à la production cannière ont commencé à être versées. Prochain paiement prévu les 2 et 9 juin pour les planteurs de Marie-Galante et de la Guadeloupe continentale. Le point tout de suite avec Bénédicte Jourdier. La campagne sucrière se termine bientôt et les paiements des aides au secteur de la canne se débloquent. Commencé le 4 mai dernier, un deuxième solde correspondant à l'aide économique nationale sera versé le jeudi 2 juin. Un montant d'un peu plus de 423 000 € pour les planteurs de canne de Marie-Galante. Le secteur de Guadeloupe continentale devrait recevoir son solde lui aussi le 2 juin pour un total de 1 076 000 €. Un dernier montant sera versé le 9 juin. Le paiement de chaque dossier se fait après une vérification de chacun d'eux par l'agence de services et de paiement de Limoges, ce qui explique les différents délais. Certaines corrections ont été nécessaires concernant les aides à la replantation 2014. L'agence de services et de paiement assure que 87% des dossiers ont été complétés. La partie restante correspond soit à des dossiers en cours d'instruction ou non déposés. Et en ce qui concerne l'aide au transport 2015, celle-ci a été payée le 9 mars dernier. Et les matinales de l'économie ont rencontré un vif succès ce matin au WTC de Jarry à Baie-Mahault. Il s'agissait d'informer les chefs d'entreprise sur le mode d'emploi pour obtenir les aides du Fonds social européen. 43 millions d'euros consacrés à la croissance, à la compétitivité et à la production. Reportage Nathalie Dinan, Moïse Dexter. 210 millions d'euros, c'est le montant des fonds européens consommés par les entreprises guadeloupéennes. Comment utilisent-elles le Fonds social européen? Sont-elles au fait de toutes les subtilités? C'est pour répondre à ces questions que la Chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe a convié des experts dans le cadre des matinales de l'économie. Les fonds européens, des subventions que les chefs d'entreprise peuvent obtenir pour améliorer leur compétitivité et leur productivité. Il y a un certain nombre de critères administratifs, mais en réalité, comme toutes les subventions qui sont attribuées dans l'économie guadeloupéenne, mais en réalité, ce sont des fonds qui sont très ouverts sur les entreprises. Il suffit d'être une entreprise, de jouer le jeu de l'amélioration de la productivité, de l'embauche, de la formation, etc. Et on peut obtenir des subventions. On n'a pas eu de difficulté dans la période de programmation précédente pour consommer tous les crédits qu'on avait à notre disposition sur le Fonds social européen. Donc ça veut dire que les entreprises répondent à nos appels et qu'elles utilisent ces fonds. Maintenant, ça n'empêche qu'il faut continuellement informer les entreprises pour les mobiliser, pour leur rappeler qu'elles ont droit à ces subventions et qu'elles doivent en profiter. Les spécialistes ont présenté le programme 2014-2020 en se focalisant sur l'axe 2, sur l'anticipation et l'accompagnement des mutations économiques. L'information, la formation, les ressources humaines, première richesse de l'entreprise, sont autant de secteurs qui mobilisent le FSE. De quelques milliers à des centaines de milliers d'euros pour des projets individuels ou des projets collectifs. Les chefs d'entreprise sont au courant de l'existence de ces mesures,
Mais c'est vrai qu'ils ne sont pas toujours au fait de toutes les subtilités qui existent et ils ont besoin d'informations de ce type, de réunions de ce genre pour justement leur faire, j'allais dire, une présentation vue d'avion et ensuite qu'ils puissent descendre dans le détail de ces mesures et se faire accompagner par des techniciens, par des experts comptables ou bien des consultants. Le monde change, le chef d'entreprise doit sans cesse opérer une mise à jour de ces informations. Nicolas Sarkozy a présenté à Paris les mesures de son parti en faveur de l'outre-mer s'il venait à reprendre le pouvoir en 2017. Le chef de l'opposition ne s'est toujours pas déclaré candidat à la primaire du parti, mais on doute de moins en moins de sa candidature et pour l'emporter, il espère bien reconquérir l'électorat antillais. Mais a-t-il les moyens de son ambition? Élément de réponse avec nos confrères d'ATV Paris. En 2012, on vous a menti, de façon éhontée. Première charge virulente de l'ancien chef de l'État envers son successeur François Hollande. Devant une petite centaine d'adhérents et élus locaux d'outre-mer des Républicains, Nicolas Sarkozy n'a pas mâché ses mots. On vous a tout promis. Des logements, des emplois, de l'argent, des droits. 4 ans après, vous n'avez rien. Alors moi, je veux revenir. L'expression est lâchée, pourtant le chef de l'opposition n'est pas candidat encore aux primaires du parti. Mais en 10 jours, il s'est montré très proche de l'outre-mer. De retour de l'île de la Réunion, il présente des mesures d'exonération fiscale et d'aide au développement et souhaite surtout afficher son expérience. Lorsqu'on le voit parler de bureau des agréments, de diversification de l'agriculture, de production locale, on voit en tout cas qu'il est le candidat, qu'il est la personnalité à droite qui maîtrise le plus les sujets. Est-ce parce qu'il a été président de la République? Je pense que c'est vraiment au-delà de ça. Je pense qu'il a une véritable connaissance, un véritable amour pour les Outre-mer. Pourtant, l'ancien président a un long chemin à parcourir outre-mer où les électeurs lui ont tourné massivement le dos en 2012 en raison d'un détachement qui a été senti jusqu'au sein de sa famille politique. Je lui accorde volontiers le crédit d'avoir envie de réparer ça et justement de donner à l'outre-mer ce dont il a besoin. Mieux vaut tard que jamais. Nicolas Sarkozy, qui a mis 1 an et demi à revenir outre-mer depuis son élection à la tête des Républicains, a assuré qu'il se rendrait dans tous les territoires en tant que président de sa famille politique. Et le président de la région Guadeloupe, Harry Chalus, a interpellé le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, sur la problématique de la sécurité. Il a alerté le gouvernement sur la prolifération des armes en Guadeloupe et réclamé la mise en place d'un dispositif sécuritaire efficace en Outre-mer. On écoute sa question ainsi que la réponse du gouvernement. Ma question s'adresse au Premier ministre. Monsieur le ministre, la sécurité demeure une compétence régalienne et les collectivités locales ne parviendront jamais à obtenir des résultats satisfaisants sans le concours effectif de l'État. Dans les territoires ultramarins, singulièrement en Guadeloupe, nous assistons depuis des mois à une explosion de faits de violence en lien avec le trafic de drogue international et la prolifération de marchés illicites d'armes à feu, notamment des armes de guerre. Un comble au moment même où le territoire national est placé en état d'urgence. La situation nécessite une réponse audible et ferme. La protection des biens des personnes appelle à la même attention, à la même vigilance en Outre-mer qu'en métropole. Ce constat est ainsi aussi inquiétant soit-il et majoritairement lié à un manque d'effectifs au sein de la police nationale. Il faut, si l'on souhaite lutter plus efficacement contre la récidive, renforcer les effectifs et les surveillants pénitentiaires. L'ensemble des forces de sécurité est unanime. Il faut que des dispositions permanentes soient envisagées pour assurer la pérennité d'un dispositif sécuritaire efficient en Outre-mer et plus précisément en Guadeloupe. C'est en ce sens que je proposais de favoriser le retour au pays des fonctionnaires ultramarins, policiers et surveillants pénitentiaires en attente de mutation pour renforcer les effectifs sur place. Ce choix me semble judicieux car ces fonctionnaires constituent en effet un atout considérable par leur expérience déjà acquise. De même, lors du projet de loi de lutte contre le crime organisé, j'ai proposé une expérimentation en Guadeloupe afin d'élargir les compétences des policiers municipaux pour soutenir leurs collègues de la police nationale en sous-effectif flagrant. Une proposition refusée par Madame la rapporteure du texte. Aujourd'hui, j'ai formulé une résolution afin de demander la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire sur le trafic d'armes dans les territoires ultramarins. Monsieur le ministre, pouvez-vous prendre les dispositions durables pour répondre à l'attente de nos populations et garantir ainsi une sécurité optimale en Outre-mer?
45 victimes en 2015 et nous risquons cette année de dépasser ce record. Merci. La parole est à M. Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Monsieur le député Chalus, vous me posez en réalité 3 questions. La première question concerne la volonté du gouvernement de rehausser le niveau des effectifs dans les départements et territoires d'outre-mer pour faire en sorte que l'insécurité qui s'y est installée depuis de très nombreuses années, près de 15 ans, puisse reculer. Et en Guadeloupe, malgré les phénomènes que vous évoquez concernant le trafic d'armes, il y a sur les atteintes aux biens, les atteintes aux personnes, de premiers résultats positifs. Il faut pour cela des effectifs supplémentaires, vous avez raison de l'indiquer. Je veux rappeler que depuis 2012, ce sont 38 policiers gendarmes supplémentaires, ce sont des créations nettes d'emplois qui ont été affectés à la Guadeloupe, et je veux vous annoncer que d'ici le mois de septembre prochain, ce seront 16 effectifs qui viendront compléter ces 38 effectifs. La deuxième question que vous me posez, c'est de savoir si nous sommes prêts à favoriser le retour vers leur département des ressortissants français originaires de ces départements qui appartiennent à la police et à la gendarmerie. La réponse est oui. Nous prenons en compte ce que l'on appelle les centres d'intérêt matériel et moraux. Nous avons pris de nouvelles dispositions par circulaire qui ont été adoptées par le comité technique ministériel en juin dernier, qui sont mises en œuvre depuis le mois de décembre et qui permettent pour les fonctionnaires qui demandent des mutations régulièrement de pouvoir revenir beaucoup plus rapidement vers leur département d'origine, et ce sera le cas parmi ceux qui, dans les 16 emplois, bénéficieront de ce dispositif nouveau. Enfin, pour ce qui concerne le trafic d'armes, il y a dans la révision de la directive 91, en cours de discussion devant la Commission européenne, des dispositions très fortes qui concernent les départements et territoires d'outre-mer. Restez avec nous dans un instant. L'euphorie de 175 jeunes Guadeloupéens qui auront la chance d'assister à l'Euro 2016. Et puis nous verrons l'utilité des moustiquaires imprégnés d'insecticides pour se protéger du moustique vecteur du Zika. En Martinique, l'Agence régionale de santé annonce l'ouverture de 10 lits dans le secteur de la pédopsychiatrie à l'hôpital Mangovulsin en fin d'année. Selon les spécialistes, il s'agit d'une nécessité pour les Martiniquais qui, cet établissement n'accueillait plus justement de jeunes depuis plus de 15 ans. Pourtant, ils seraient de plus en plus nombreux à attendre une hospitalisation avec des équipes et une structure spécialisée. On écoute tout de suite les explications du docteur Marie-Nancy Pascal, chef du pôle pédopsychiatrie, et de Jacques Vestris, directeur adjoint de l'ARS de la Martinique. L'hospitalisation sera réservée aux adolescents, c'est-à-dire 13 ans, 17 ans, mais avec la possibilité de recevoir des plus jeunes quand le processus pubertaire est amorcé ou qui présentent des difficultés qui nécessitent un maintien dans un lieu sécurisant où on peut s'occuper de leurs problématiques. Nous avons profilé à peu près le genre de jeunes qui doivent être hospitalisés, qui sont en augmentation assez régulière et qui représentent à peu près 5% des jeunes qui sont suivis dans les CMP, ce qui fait il y a à peu près 3000 jeunes suivis. Cela représente un effort quand même important pour l'ARS parce que, comme vous l'avez compris, c'est une ouverture progressive qui se fera donc à compter de ce dernier semestre 2016, mais qui va s'étaler sur l'année 2017. Et donc c'est une opération qui va quand même coûter dans les environs de 1 500 000 €. Mais ce sont essentiellement des dépenses de personnel, puisque donc, les locaux existent. Ils ont été prévus dès l'ouverture de la cité hospitalière de Mangovulsin pour ces lits de pédopsychiatrie. Donc ce sont des dépenses de fonctionnement essentiellement qui seront financés par ces crédits-là et qui représentent effectivement une charge de personnel non négligeable. Le tabagisme tue chaque année 6 millions de personnes, dont près de 600 000 qui sont eux des non-fumeurs. Ce mardi 31 mai était la journée mondiale de lutte contre le tabac. L'occasion de s'intéresser aux fumeurs passifs qui côtoient également les fumeurs. Comment se passe cette cohabitation? Exemple en Guyane avec Ayodele Germa. Dans ce bar, c'est l'heure de la mise en place avant l'arrivée des premiers clients du soir. Chaque table à l'extérieur est équipée d'un cendrier. Dehors, le fumeur a carte blanche. Et pour les non-fumeurs, on a uniquement l'intérieur, donc qui est dédié, on ne peut pas fumer du tout. Depuis le 1er janvier 2008, il est interdit de fumer dans les lieux publics.
Concernant les restaurants, bars et autres, l'interdiction ne porte que sur les lieux couverts. Conséquence, en terrasse, fumeurs et non-fumeurs doivent faire des concessions. Donc on essaye de trouver une autre place en terrasse où ils ne seront pas dérangés par la fumée, donc on essaye de les déplacer. Et ainsi leur éviter le tabagisme passif. L'inhalation involontaire de la fumée dégagée par la combustion des cigarettes et des cigares cause 600 000 victimes par an, selon l'Organisation mondiale de la santé. C'est vrai qu'on va risquer peut-être moins que le fumeur en lui-même, mais le risque est quand même réel. C'est légitime que la personne puisse dire oui, j'ai peur pour ma santé parce que la fumée, elle est volatile. Elle ne reste pas sur place, c'est comme le vent, donc ça bouge. Donc effectivement, ça peut déranger et ça peut aggraver, je vais arrêter de le répéter, ça peut aggraver et ça peut même faire découvrir de nouvelles pathologies, le cancer du sinus, le cancer de la face. Pour éviter d'être exposé à la fumée des voisins tabagistes en terrasse, ce non-fumeur a une tactique. Je me débrouille pour que la fumée ne vienne pas dessus, sur moi, dans mes narines. Et comment vous faites? Eh bien, je regarde d'où vient le vent. Et puis, je regarde d'où vient le vent, et puis voilà, je me mets contre le vent. Le vent emporte la cigarette. Certains patrons de café ont trouvé une solution plus radicale, l'interdiction de leurs terrasses aux fumeurs. L'Association pour les droits des non-fumeurs a élaboré en 2010 une liste des restaurants et cafés qui proposent des terrasses sans tabac. Créé en 2015 à l'initiative de la Fédération Force, le Conseil guadeloupéen de la parentalité organise demain, à l'occasion de la Journée mondiale des parents, une après-midi à l'attention du grand public au centre commercial d'Estreland à Bemao sur la problématique être parent aujourd'hui. Gladys Barrington, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Vous êtes la coordinatrice justement de ce Conseil guadeloupéen de la parentalité. Alors, une après-midi pour informer, pour donner des conseils aux parents. Est-ce si difficile que d'être parent aujourd'hui dans cette société? Être parent, c'est le plus beau métier au monde, mais effectivement, ce n'est pas évident tous les jours. Il y a quelquefois des échecs, il y a beaucoup de réussites, et c'est vrai que c'est l'occasion pour nous de parler avec les parents, mais surtout de les écouter concernant justement ces échecs et ces réussites. Quels seront les temps forts de cet après-midi demain au centre commercial d'Estreland? Alors effectivement, il y a un débat qui va se dérouler autour de 4 thèmes. Donc déjà, c'est quoi être parent pour eux, mais aussi tout ce qui concerne la réussite éducative au niveau de la scolarité, comment le corps enseignant fonctionne avec les parents, mais aussi le couple parental, donc comment être parent quand on est séparé. Et durant ce débat, ce beau débat, il y aura également une fresque artistique avec les parents et les enfants et une prestation musicale avec une petite surprise à la fin. Quels seront les spécialistes et les intervenants? Alors effectivement, on compte surtout sur les parents. Le débat va tourner autour de leurs besoins, de leurs questionnements, autour de ce qu'ils auront à dire, mais aussi on aura quelques intervenants tels que Madame Lassémon qui représente le rectorat, aussi Monsieur Berlima du conseil régional et quelques professionnels avec qui on travaille régulièrement. Alors, quelle est la perception des parents de ce rôle en général et qu'est-ce que c'est finalement que d'être un bon parent? Alors, vous posez une bonne question parce que je pense qu'on ne se sent pas toujours bon parent. C'est ça aussi la question, la raison pour laquelle on fait ce débat, c'est que très souvent, ce qu'on appelle les compétences parentales sont remises en question et les parents se jugent eux-mêmes et se sentent jugés. Donc, c'est vraiment la raison pour laquelle on a mis en place ce débat, puisque être parent, c'est déjà difficile. Alors, être bon parent, ça peut être extrêmement difficile. En tout cas, c'est ce qu'ils ressentent et c'est ce qu'ils vivent au quotidien dans certaines situations. Est-ce que votre structure aide déjà finalement des parents qui ont des difficultés de communication avec leurs enfants? Est-ce que vous les aidez? Tout à fait. Donc en fait, on met en place des groupes de parole. Ce sont des groupes où tout simplement les parents échangent entre eux et se rendent compte que les difficultés, ils peuvent les résoudre entre eux, tout simplement par l'écoute, mais aussi des réseaux parentaux dans différentes communes en Guadeloupe et où les parents, dans les associations, travaillent. Il y a des ateliers parents-enfants, il y a plusieurs éléments justement et on attend de ce débat que les parents nous disent qu'est-ce qu'on doit faire encore plus pour eux. Certaines familles sont plus fragiles, je pense aux familles monoparentales. Est-ce qu'une attention particulière, est-ce que vous aurez une attention particulière pour ces familles justement? Justement, ça dépend de ce qu'il va en sortir de ce débat, puisque la question aussi c'est de savoir est-ce que être dans une famille monoparentale, ça devient plus compliqué aujourd'hui? Si c'est le cas,
effectivement, on va accorder plus d'attention à ces familles au travers d'accompagnement avec des professionnels qui sont dans notre structure et aussi par rapport à tout ce qu'on peut leur apporter en matière d'outils. Alors, le Conseil guadeloupéen de la parentalité a été créé par l'association Force qui vient en aide aux femmes qui sont victimes de violences conjugales. Quel est le rôle de cette structure, précisément? Alors, la SCIC, notre objectif, c'est que tous ensemble, pas que les collectivités, pas que les entreprises, pas que les parents, pas que les professionnels, mais que tout le monde, on puisse réfléchir à cette question de la parentalité et qu'on puisse trouver nos propres outils. Qu'est-ce qu'on peut faire pour nous? Parce qu'effectivement, ce n'est pas évident. Il existe des millions de dispositifs, mais qui ne correspondent pas à nos besoins. L'idée, c'est de prendre en compte les spécificités guadeloupéennes. Tout à fait. Et quelles sont ces spécificités? Mais comme vous l'avez dit, la famille monoparentale, ça représente une grosse majorité. Donc, le schéma parental a énormément évolué. Aujourd'hui, on a beaucoup de familles monoparentales, mais aussi des familles qui sont dans la précarité. Et c'est ça, nos familles aujourd'hui. Et les besoins de nos familles sont différents d'il y a 5 ans. Et vraiment, il faut y répondre. Alors, vous parlez de conseils. Quelles sont les autres formes d'aide que vous apportez? Alors, on a des formations à destination des professionnels, des formations justement pour donner des outils pour que les parents puissent avoir encore plus d'accompagnement, mais aussi des ateliers où les parents justement ont la possibilité d'avoir un accompagnement avec un professionnel, des ateliers régulièrement durant les semaines où ils peuvent justement être écoutés. Vous parliez tout à l'heure des collectivités. Quelles sont leurs contributions dans ce projet? Alors pour l'instant, malheureusement, ça fait qu'1 an qu'on existe. On n'a pas suffisamment de collectivités, voire pas du tout. Mais on a beaucoup d'associations et on se rend compte que les associations et la solidarité entre associations fonctionnent extrêmement bien et c'est ce qui nous permet justement de faire cette journée mondiale des parents demain. Et pourquoi les collectivités ne jouent pas le jeu? Alors, il paraît que c'est par manque de financement, mais ce qu'on attend d'eux, ce n'est pas uniquement du financement, c'est tout simplement leur implication sur cette question de la parentalité. Gladys Barryton, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Je rappelle que quand même cette manifestation aura lieu demain après-midi au centre commercial de Destreland sur la parentalité. Qu'est-ce qu'être parent aujourd'hui? Et plus de 1335 cas évocateurs de Zika ont été recensés en Guadeloupe pour aider les femmes enceintes à se protéger. La communauté d'agglomération La Riviera du Levant a procédé à la distribution de moustiquaires imprégnés d'insecticides. Un bon moyen, selon les professionnels, d'éviter les piqûres. On regarde le reportage de Karen Diama. Avec 1300 nouveaux cas confirmés en Guadeloupe la semaine dernière, le virus du Zika continue sa dangereuse progression dans l'archipel, mais aussi dans la Caraïbe. Vous l'avez entendu les semaines passées, nous avons eu un décès à constater en Martinique. Quelqu'un qui a développé une forme grave à titre de Guillain-Barré et qui est décédé. Donc, contrairement à une certaine idée répandue au début, parce qu'on n'a pas énormément de formes graves, le Zika, tout comme la dengue, tout comme aussi le chikungunya, peut tuer. Et il faut s'en protéger puisque, même si ces décès demeurent pour l'instant exceptionnels, nous avons tout lieu de les craindre. Pour contribuer à la protection des femmes enceintes, l'ARS a donc lancé en mars dernier une distribution de moustiquaires imprégnés. Les moustiquaires qui ont été choisis finalement par le ministère de la Santé sont effectivement des moustiquaires imprégnés d'un insecticide, ce qui leur permet de tuer éventuellement tous les moustiques qui viendraient tout simplement au contact de la moustiquaire. Voilà le type de moustiquaire que nous diffusons, qui sont moustiquaires qui a été acquise par le ministère de la Santé pour les 3 régions, en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane. Ces moustiquaires sont imprégnés. Nous les mettons à la disposition véritablement par un réseau de partenaires que sont les sages-femmes, la protection maternelle et infantile et puis certains cabinets de gynécologues qui reçoivent beaucoup de femmes enceintes. Nous les mettons à la disposition des femmes enceintes et j'ose dire exclusivement à leur disposition parce qu'il n'y a pas d'intérêt supérieur à protéger via une moustiquaire l'ensemble de la population. Imprégnés d'insecticides, ces moustiquaires doivent néanmoins faire l'objet d'une manipulation spécifique. La remarque, c'est de dire aux personnes qui bénéficient de la pose de cet outil de ne pas jeter l'emballage une fois la moustiquaire installée. Vous pouvez faire appel à de l'aide, à de la famille, à votre conjoint pour l'installer, mais une fois installé, il faut absolument garder l'emballage puisque les recommandations essentielles figurent au dos de cet emballage. Plus sujette que les autres à l'épidémie,
Les femmes enceintes sont donc les seules à pouvoir bénéficier de ces moustiquaires. Pour le reste de la population, c'est véritablement une contribution à la protection des femmes enceintes. Chacun peut agir à plusieurs niveaux. Un premier niveau consiste, lorsqu'on a une femme enceinte dans sa famille, dans son environnement proche, de tout faire pour lutter efficacement contre les gîtes à moustiques et les moustiques qui peuvent peupler l'environnement immédiat. En parler, échanger avec elle, la réconforter, parce que nous savons que ce n'est pas forcément facile d'avoir cette vigilance en permanence. Donc, il y a cette forme d'aide qu'on peut apporter aux femmes enceintes. Avec 10 communes au-dessus de la moyenne, l'épidémie du Zika continue sa progression dans l'archipel et reste une véritable préoccupation de santé publique. Et c'est l'heure des informations pratiques. Il y aura des coupures d'eau liées au conflit du SIAG dans les communes dépendantes de la structure, notamment à Goyave, Petit-Bourg, Le Gosier, Sainte-Anne-Saint-François, La Désirade, Capesterre et Les Abîmes. Et puis la Générale des Eaux également, il y aura d'autres coupures d'eau qui ne sont pas liées au conflit du SIAG, à Saint-Martin notamment. Plusieurs coupures d'eau sont prévues. Et enfin, autre victime collatérale du conflit du SIAG, les écoles de la Guadeloupe. Plusieurs d'entre elles seront fermées demain, notamment au Gosier, l'école maternelle Amantine Marcel de Margaillard, celle de Turenne-Ténard de Grandbois, à Petit-Bourg le collège, Félix Éboué et au Moule l'école élémentaire de Gascon. Et puis, il y aura des coupures d'électricité demain au Moule de 10h à 12h30 dans les quartiers de Laoussé et de l'Oranger, ainsi qu'à Petit Canal de 8h à 10h. Et puis, bonne nouvelle pour les automobilistes, le prix du super sans-plomb reste stable au mois de juin. Il demeure à 1,34 € le litre. En revanche, le gazole augmentera dès ce soir minuit de 5 centimes et la bouteille de gaz de 69 centimes. C'est la fin de notre édition locale et régionale. On se retrouve dans un court instant pour le rappel des titres. À tout de suite.